Une table ronde animée par Jérôme Tossavi a lieu en hommage à Camille Amuro à l'Institut français de Cotonou le vendredi 15 mars 2024 sur la dramaturgie dans ses œuvres. Un prélude à la Journée internationale de la francophonie et pour lui rendre hommage, enseignants et acteurs culturels l'ayant côtoyé se sont installés sous la paillote de l'IFP. Pour planter le décor, une lecture théâtralisée est faite par la comédienne Floris Adjanoho, présentant une sélection de textes de Camille Amuro. Extrait. Camille, on ne peut pas le présenter, on ne peut pas le définir, mais il y a un outil qui est à la portée de tout le monde maintenant. Quand on veut connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on met son nom et puis on lance. Alors, quand on lance pour Camille, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve pas mal de choses. Donc, je vais juste dire qu'il est né le 26 juin, donc presque le même jour que moi, le 26 juin 1962. Moi, je suis né bien après, bien sûr, à Bokombé, au nord de la République du Bénin. Et il est décédé le 22 décembre 2021. Voilà, donc jeune, la soixantaine à peine entamée. Dramaturge, je mettais en scène et tout. Et moi, je dirais simplement que Camille, je l'ai rencontré au début des années 1990. Et en ce moment, j'étais dans la troupe, dans le complexe artistique et culturel Malingan, créé par Florent Essaï-Ressou, qui était avant dans la troupe de Camille. Et donc, Camille venait assister à quelques-unes de nos répétitions à l'école primaire publique de Bigamé. Donc, il venait là, il restait souvent dans un coin et il nous regardait jouer. Après, il faisait ses commentaires et puis il rentrait. Donc, il me semblait très discret, mais très pointu dans ses interventions. Donc, Camille, c'est déjà un peu ça. C'est le génie, c'est le talent, mais dans la discrétion la plus absolue, telle que moi je l'ai connue. Alors, ses œuvres, il en a publié beaucoup. Si vous voulez que j'en parle très rapidement. Camille a publié beaucoup, enfin, pas publié, il a écrit. Il a écrit, plus qu'il a publié. Il a écrit, il n'a pas beaucoup publié. Il a beaucoup écrit. Et donc, dans le domaine du théâtre, dans le genre théâtral, Camille, c'est Goli en 1988, comme on l'a dit. Il y a aussi La femme du président. C'est ce que je connais de lui comme pièce de théâtre. De façon classique. Bien sûr, il y a aussi les nouvelles, le récit et le scénario, le crapaud de Kodjo, les tomates et le jardinier. On peut trouver tout ça sur Internet. Il y a aussi la poésie. Camille était d'abord poète. Et donc, Miak Badogo, qu'il a publié en 1988, c'était un recueil de poèmes. Et puis, les essais. Camille a beaucoup écrit. Là, il s'est vraiment distingué de la plupart des jeunes de sa génération et par ces incursions très régulières dans le domaine de la recherche scientifique à travers les textes qu'il écrivait. J'ai réalisé que Camille Amuro était effectivement une grande personnalité et un grand homme du théâtre. C'est vrai, il était dans le théâtre, mais en dehors de tout ça, il était quand même journaliste et plasticien et bien d'autres choses. Poète, il était metteur en scène, il était dans le conte aussi. Donc, j'ai rencontré Camille comme ça. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans la personnalité de Camille, c'était malgré toutes ses grandes connaissances et ce talent qui était en lui, c'est qu'il était un homme d'une très grande humilité. Camille était humble et il acceptait tout le monde et il pouvait accepter l'ignorance des uns et des autres. En dehors de cela, Camille était aussi très direct. Il avait un franc-parler que beaucoup de personnes n'ont pas aujourd'hui. Il pouvait vous dire tout de suite en face ce qu'il pensait, sans arrière-pensée, et sans frousse et sans peur. J'ai connu Camille à Aupier. On était aussi tous membres de la section théâtre dont j'étais le responsable. On ne se connaissait pas vraiment, c'est la section quand on vient faire les activités culturelles. Mais j'ai vu que Camille, quand il prend la parole, il apporte toujours du nouveau. Après Aupier, on s'est séparés 1 an et parce qu'on a tous raté le bac. C'est là où est venue l'idée de créer
Goli. Goli. De créer Prométhée. Et la discussion a été menée en trois. Il y a Théophile Aïrouzonon, moi et Camille, qui avions fait au pied. Et Camille a dit, bon, moi je veux qu'on mette sur pied une troupe. Après il dit, je vais rappeler d'autres personnes. Donc on a vu les Baguidi Patrick, paix à son âme, et Deguénon François, Azanji Yvette, paix à son âme. Donc quand on s'est réunis, Camille a dit, bon, au lieu de créer une troupe, moi je pense plus loin, j'ai envie de mettre sur pied une entreprise. C'est là il a dit, bon, en ce moment, personne ne savait. Le mot là était fort, entreprise culturelle, personne ne savait. Donc Camille a dit, j'ai envie. Donc c'est là est venue l'idée de créer l'ensemble artistique et culturel Prométhée. Et on a créé Prométhée en 85. Et notre toute première représentation, c'est ici à l'Institut français, les Fourberies de Scapin. Quelle année déjà? Et en 87. 87. Oui. Les Fourberies de Scapin. Les Fourberies de Scapin, nous, bon, on a monté la pièce. On avait peur puisque c'était une pièce classique. On s'était dit qu'il n'y aura pas du monde. Mais à notre plus grande surprise, avant de commencer, le Grand Théâtre était déjà plein. Et on s'est rencontrés pour la première fois ici, au Centre culturel français, en 1987. Et après, on a commencé par travailler en 1993. Et depuis, on ne s'est plus quitté, juste à cet accident qui nous l'a arraché. Camille n'est pas qu'un ami, c'est un frère. J'ai passé beaucoup de moments avec Camille. J'ai connu des hauts et des bas avec Camille. Camille, c'est un chercheur et en même temps un trouveur. Humble, comme ne savent plus l'être aujourd'hui la majorité de nos hommes de culture. Amoureux qui possède un palmarès que se féliciterait de posséder maintes artistes en fin de carrière, demeure indiscutablement l'un des plus sûrs indices de négation de la médiocrité dans un pays où s'enlise la culture et avec elle l'amour de la création. Ça, c'est un témoignage du professeur Félix Iroko dans Tap Tam Express en 1991. Dans les mises en scène de Camille vous laisse faire, il vous laisse proposer. Et quand c'est pas bien, il corrige. Dans Prométhée, on sentait déjà ce que Camille allait faire des arts de la culture. On sentait l'homme qui ne voulait pas s'arrêter en de ses bons chemins. Camille, ses mises en scène, il faisait du travail très sérieux. En matière de théâtre, je ne connais, je l'ai dit tout à l'heure, que deux textes, Goli, et puis le second que j'ai cité, à savoir La femme du président, que je n'ai pas lu, parce que je ne l'ai pas trouvé. Oui. Je ne peux pas parler des mises en scène de Camille. J'ai vu Goli dans la mise en scène de Feu Tengile Tara Daniel. C'était à l'IFB, enfin, c'était au Centre culturel français, ici, au Théâtre de Verdure. Une mise en scène majestueuse avec la carcasse d'une automobile sur la scène le jour-là. Et puis, je me rappelle que celle qui jouait Déborah, j'ai oublié son nom, une dame teint noir, élancée, tout ça, j'ai oublié son nom. Et la mise en scène était vraiment flamboyante. C'était très bien réussi parce que le texte aussi, entre autres arguments, était très bien écrit. Les mises en scène de Camille auxquelles j'ai assisté à l'entretien du Premier ministre. Il a écrit une pièce qu'il a intitulée, je n'ai pas le titre exact ici, Conférence de presse du
appétissant. Voilà, un titre long, mais qu'il a formulé ainsi déjà pour commencer à faire rire. Et il était là, ça s'est passé à la cafette, ce qu'on appelait la cafette à l'époque. Oui. Camille était là avec son chapeau, et puis quelqu'un à côté. Et j'ai vu ça, j'ai vu que c'était en fait une sorte de caricature de celui qui était à l'époque là, Premier ministre. Voilà, c'était le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qu'il caricaturait à sa façon à lui. C'est tout. J'ai vu Guadeloupe, j'ai vu autre chose, et Camille là ne m'a pas convaincu. Voilà. Et d'où déjà justement le fondement de votre article, la critique de la critique théâtrale chez Camille. Oui, c'est-à-dire que Camille, à part Goli, qui est vraiment une pièce de théâtre, je ne connais pas d'autres pièces. Et Camille même est conscient de cela. Il a dit que, à part Goli, le reste là, c'est pas du théâtre, c'est du Salamé. C'est du Salamé. Oui. Et peut-être qu'on viendra ici. Ça, oui. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention dans l'appréciation des œuvres de Camille Amoureau. Il est très conscient du fait qu'il a écrit Goli comme pièce de théâtre, mais que le reste là, c'est pas du théâtre. Tout à fait. Mais donc, il y a un indice qui ne trompe pas aussi, l'influence de la personnalité de Camille sur après la nouvelle génération qui... Oui, ça c'est important. Si on doit en parler, je crois que Camille, l'héritage de Camille, nous continuons à le gérer. Et malheureusement, il est parfois très difficile d'apprécier l'influence de quelqu'un, d'une personne sur une autre. Mais je crois, sous réserve de confirmation par ceux-là que je vais citer ici, que des gens comme Florent Kouazotti, des gens comme Florent Eustache, puisque moi j'ai fait Manlingan pendant des années, et je comprends que vraiment Florent a été beaucoup influencé par Camille. Un certain Hermas aussi, non? Hermas Baguedi aussi, qui a eu presque le même parcours universitaire que Camille, c'est-à-dire que Hermas aussi a commencé et il a lâché tout. En deuxième année, comme Camille, on était de la même promotion, Hermas et moi, il a lâché. À l'époque, on n'avait pas compris. Lorsque j'étais étudiante, j'ai quand même fait partie du cercle Osiris. Et du Scribe Noir. Vous pouvez nous dire, cercle Osiris, ça renvoie à quoi dans le temps et dans l'espace? Cercle Osiris, c'était un club de lecture et on se réunissait les samedis après-midi. Et on était un certain nombre, une quinzaine, une vingtaine, et on s'essayait à tous les genres. La poésie regardante, et d'autres s'essayaient aux nouvelles, et ainsi de suite. Sous la coordination de Camille Amoureau et du professeur Maouyon Kapou. Bien entendu. Et ces deux hommes étaient à l'avant de cette scène-là. Bon, plus tard, à la médiathèque de la diaspora, j'ai connu les Jeudis Bleus. Les Jeudis Bleus, et c'était des rencontres qui s'organisaient les soirs et autour d'une thématique et avec certains ouvrages. Il y avait de grandes personnalités qui participaient et menaient un débat autour. Voilà. Pour en revenir à votre question, par rapport à la création artistique de Camille Amoureau, je dirais que il était quand même un homme qui, à travers ses mises en scène, cherchait quand même à résoudre les problèmes de la condition humaine. Pour lui, il fallait agir et non gémir. Voilà, donc en résumé, je peux dire que Camille Amoureau, à travers ses œuvres, était un homme d'action. Et comme l'a dit tout à l'heure Gaston, était un développeur. Il cherchait avant tout quand même, au-delà de ses œuvres, de ses représentations et ses mises en scène, à résoudre les problèmes du pays et pourquoi pas du continent africain. Et étant un bon communicateur, vous savez, Camille ne peut pas se passer du théâtre. C'est un grand communicateur. Et le théâtre, c'est aussi un moyen de communication. À partir du théâtre, Camille a développé d'autres thématiques. J'ai fait des ateliers d'écriture, des ateliers d'expression corporelle
j'ai joué en tant que comédien dans les pièces de Camille. J'ai joué dans Antigone, par exemple. La mise en scène chez Camille, ça commence par la maîtrise des textes et la capacité de chacun à s'exprimer. Quand ils étaient en Côte d'Ivoire, la deuxième version de Goli. En fait, ils n'ont pas tout enlevé. Parce qu'après la représentation de Goli à Bouaké, les Ivoiriens se sont posé la question si effectivement cette pièce a été jouée une fois au Bénin. Parce que dans le Bénin révolutionnaire, parce que ça les étonnait qu'on puisse avoir cette violence dans les expressions. C'est un art important parce que par le théâtre, Camille, comme l'a dit Gaston, arrivait à communiquer, mais Camille arrivait aussi à faire et à renvoyer à la société sa propre image. Et là, quand on prend une pièce comme Goli, on sent véritablement que Camille avait ce souci-là de montrer au peuple béninois à l'époque tous les blocages structurels qui traversaient la société et qui faisaient que le décollage sur le plan économique, social et autres là, ne se faisait pas. Et donc, c'était pour lui comme une sorte d'arme. Mais j'ai constaté, en parcourant le corpus, disons les œuvres de Camille, que très vite, Camille a abandonné cette arme. Donc, j'ai l'impression que ce n'était qu'un moyen pour Camille d'aller vers des objectifs plus globaux. Et à un moment donné, il s'est dit, mais est-ce que le théâtre va continuer à être pour moi cet outil-là, cette arme-là? Non, je crois qu'il y a mieux. Et c'est là qu'il s'est maintenant orienté vers les formes endogènes de la création. Qui rejoignait quand même une certaine esthétique de Didiga avec les Suleiman Koli, les King. Il y avait une approche aussi de puiser dans le répertoire traditionnel africain. Oui, je crois que Camille s'est rendu compte qu'il tombait comme dans un piège. Oui. Parce que Camille, on va le dire peut-être après, c'est un vrai patriote. Camille s'est rendu compte que sur le plan culturel, il y a une sorte d'extraversion dont nous étions victimes. Et il s'est dit, mais comment faire pour que l'art que moi je porte puisse véritablement refléter les réalités endogènes? Et il a vu que le théâtre tel qu'on le conçoit est beaucoup plus un concept qui nous vient de l'extérieur. Oui. Et donc, on ne peut pas continuer à en parler. Alors, sur le plan culturel endogène, ici chez nous, qu'est-ce qui peut ressembler à du théâtre ou quelles sont les manifestations artistiques les plus répandues? Oui. Il a commencé à chercher et c'est là qu'il a trouvé le salamé. Si on doit traduire ce thème-là en français, c'est de la plaisanterie. Salamé, parler pour faire rire, parler pour divertir, c'est des formes de plaisanterie. Et Camille a dit que mais on peut partir de ces formes de plaisanterie, de blagues, qui sont présentes dans certaines circonstances sociales bien données. On peut partir de là maintenant pour théoriser sur des formes dramaturgiques. Quand je prends par exemple ce que Camille a appelé la séance. C'est des concepts qu'il a eu à revisiter et à donner à ces concepts-là des sens vraiment originaux. Quand je prends un concept comme la séance, Camille estime qu'une cérémonie de remise de dot traditionnelle, c'est une séance. Il estime que les funérailles, c'est des séances. C'est une forme spontanée, improvisée, en concordance avec l'actualité qui était, depuis l'origine, son essence. Et son inspiration, et je crois qu'elle est ludique et n'a d'intérêt que dans la gravité de la situation qui la génère. Autrement dit, et le salamé est diamétralement opposé au test des grands humoristes classiques. Et elle est formelle, au-delà du champ géographique de leur existence. Cette différence se trouve rétrospectivement dans le mode d'emploi. Je peux retenir que c'est une forme contextuelle qui est adaptée à une situation donnée. Salamé est une école
Et si vous faites attention aux explications que Camille donne sur les différentes séquences du Salamé, vous allez constater que Camille veut utiliser le Salamé pour régler un problème. Vous voyez, sur scène, les comédiens ont des problèmes. Il y a un comédien qui peut incarner plusieurs rôles. À la fois. Avec le Salamé, on peut faire ça. Avec le Salamé, on peut improviser. Avec le Salamé, on n'a pas besoin de test. Avec le Salamé, il y a beaucoup d'autres choses que le Salamé apporte. En dehors de toutes ces explications, je trouve que Camille, la théorie Salamé, on doit continuer à dupliquer. Parce que ce qu'il y a dedans est énorme. Le Salamé, c'est un spectacle qui s'investit sur une démarche de participation du public. Comme l'a dit le professeur Nouri Betor, c'est des séances. C'est subdivisé en des séances. Et dans une séance, une ou deux personnes racontent des histoires. Des histoires. Camille est d'abord pour le brassage des peuples. Oui. D'abord ça. Je ne sais pas, d'abord il est très ouvert à l'étranger, en même temps très ancré dans ses réalités à lui. Et c'est pourquoi très tôt Camille a commencé à prendre ses distances à l'égard d'un certain réseau de partenaires et tout ça. Il a très vite pris cette distance et a cherché à être autonome. Oui. Il a créé une maison d'édition. L'édition des diasporas. Il a créé un centre culturel. Il a été le tout premier à créer un centre privé. Un centre culturel, disons pas le tout premier, mais quand même l'un des tout premiers au Bénin à créer ça. Le centre a fonctionné comme il pouvait fonctionner, sans moyens, mais quand même, c'était un espace de rencontre, vraiment, et pour nous tous. Camille pense que nous avons toutes les ressources qu'il faut à l'interne pour nous développer. Et ça, encore une fois, dans Goli, quand on lit la pièce bien, on se rend compte que le mal majeur, profond des pays africains, ce n'est pas l'étranger, c'est nous-mêmes. Je vais dire qu'il est un homme qui plaçait le bonheur de l'homme au centre de tout. Camille est d'abord poète, avant tout. Il est poète. Lui-même, il dit, ses écrits, c'est de la poésie. Et même il dit, même ces pièces les pièces écrites après Goli, il dit que c'est de la poésie et que ce n'est pas du Salamé, que c'est la mise en scène qui fait de ces pièces du Salamé. Nous avons créé une section musique traditionnelle et Camille jouait le gota. Camille, Camille, percussionniste. Oui, il jouait le gota. Camille nous apprenait les chansons d'Acha et on faisait aussi le goumbé. Atakoloju Alphonse était le responsable de cette session-là. Camille Amoureau, c'est un homme pluridimensionnel. C'est un patriote, un panafricaniste. Camille, c'est quelqu'un qui est ancré dans les valeurs endogènes de chez lui et ouvert également sur le monde. En souvenir, Camille m'a offert ces trois bouquins. Oui. Et après notre crise, on s'est revus parce qu'on était tout ensemble. Il dit, Gaston, j'ai fait 300 et tu fais partie des 300. J'ai mon numéro. Il avait déjà écrit à Gaston Eguedji, mon compagnon depuis Prométhée. Camille était un grand homme et mon plus grand bonheur a été qu'on le célèbre depuis octobre 2023 à travers le colloque du professeur Kakpo Maouillon et qu'aujourd'hui, en prélude à la journée de la francophonie, qu'il soit inscrit dans les programmes
Vraiment, j'ai aimé et je souhaite vivement que dans le pays, on pense quand même à immortaliser ce nom qui a quand même beaucoup fait par rapport au théâtre et à la culture dans notre pays. Et le premier hommage qu'on puisse lui rendre à partir de cette soirée, c'est de lire son œuvre, et tout au moins Goli. Donc, ceux qui l'ont lu, relisons-la, cette pièce-là. Ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, essayons de nous en procurer quelques exemplaires ou bien un exemplaire et de la lire. Je crois aussi qu'à partir de cette lecture, on peut continuer à méditer les valeurs. Camille nous apprend, comme son personnage Lawin dans cette pièce, à être de véritables patriotes. De véritables patriotes. Et ça, le Bénin en a besoin. L'Afrique en a besoin. Parce que sans l'amour de la patrie, sans le panafricanisme dont Jules a parlé, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Et ça, c'est des valeurs positives. Il n'y a pas de développement sans vision. Et la vision de Camille Amuro, c'est de dire, unis, patriotes, nous pourrons vraiment aller loin. Merci d'avoir effectué le déplacement. Camille Amuro, Adeba, c'est un monument de notre culture et nous n'avons pas, au cours de ces 2 heures de causerie, passé en revue toute la dimension de l'homme, mais on a dit l'essentiel. Et donc, il faut aller lire Camille. Il faut, surtout nous, auteurs, metteurs en scène de la nouvelle génération, essayer de porter encore la lumière sur les œuvres de Camille. Dans la soirée du samedi 16 mars, la pièce Gogo la renverse, l'une des pièces réunies dans le recueil Salamé, publiée en 2006, a été jouée par Floris Adjanoron, Didier Nassé-Gandé, Carlos Zissou et Giovanni Wonsou. À travers cette pièce de théâtre, celui qui parle décrit une réalité qui lui échappe, s'adonne à l'exagération et déclenche le rire comme pour transcender l'inévitable résignation face à la dureté de la vie. On est vraiment très très heureux de pouvoir mettre en lumière cet immense artiste béninois, hors du commun, par sa liberté, par ses audaces, par son irréductabilité, si je peux m'autoriser ce mot. Des gens ont beaucoup témoigné de cela. Un homme vraiment libre et qui malheureusement a été rattrapé par un destin tragique en décembre 21, à l'âge de 58 ans. En vérité, moi je vous le dis. Gogo la renverse n'est pas sale garce. Elle s'habille bien, dit bonjour à tout le monde. Elle est une artiste fière de son talent et passionnée par son œuvre. N'allez pas lui dire surtout qu'elle est une putain. En général, c'est elle qui traite les gens comme ça. Elle dit, moi, j'adore les petites aventures. Non seulement vous jouissez des plaisirs essentiels du corps, mais en plus, vous gagnez du fric. Gogo la renverse, je vais vous dire qui c'est. Tous les garçons du quartier en disaient beaucoup de mal. Ah oui, ça... Mais le problème, c'est qu'elle les séduisait tous. C'est-à-dire, pas un seul garçon en âge ne pouvait résister à la tentation des douceurs que cache le corps de Gogo la renverse. Bon, et à chaque fois que l'un d'entre eux s'approchait, c'est qu'il espérait aller au fond de l'histoire. Mais Gogo la renverse, ce n'est pas dupe. Elle les voit venir de très loin. Et elle les attend sur pied ferme. Et quand ils arrivent, ils n'ont jamais le courage de lui dire